médicaments et autres substances chimiques, pourquoi ne sommes-nous pas protégés? J'ai eu l'idée de ce titre-là parce qu'on entend souvent dire que du moment que les produits sont sur le marché, ils ont été autorisés et donc ils ont subi les tests nécessaires et que donc ces substances sont sûres, que nous pouvons nous en servir sans danger pour notre santé. Et moi, je vais vous démontrer le contraire. Enfin, démontrer, vous savez déjà qu'il y a beaucoup de substances dangereuses. Mais donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi, malgré tous les tests que ces substances subissent, elles se retrouvent quand même sur le marché. Il y a énormément de livres qui se publient sur tous ces sujets, sur les effets secondaires de médicaments, sur les effets des produits chimiques, etc. J'en ai sélectionné 4 qui sont très intéressants, donc sur lesquels je m'appuie beaucoup pour les informations que je donne. Il y a celui-là, le livre de Fabrice Nicolino, Un empoisonnement universel. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de substances chimiques il y a dans le monde? On a à peu près une idée vague, à la louche, combien il existe de substances chimiques enregistrées dans le registre international qui se trouve aux États-Unis. Une idée comme ça, un chiffre au hasard, non? Je sais pas, quelques millions, quelques milliards, je sais pas. Trop. Plus de 80 millions de substances chimiques sont enregistrées et à peu près 35 millions sont commercialisées. Ça veut dire qu'il y a 35 millions de substances chimiques que vous pouvez aller acheter quelque part ou commander quelque part. Et pour avoir un ordre d'idée, de grandeur, la Commission européenne qui a élaboré le règlement REACH, qui s'occupe des substances chimiques industrielles commercialisées en Europe, ça ne concerne que 30 000 substances. Donc vous voyez déjà que la réglementation, elle ne s'intéresse qu'à une toute petite fraction de l'immensité, l'immense nombre de substances chimiques qui existent et avec lesquelles nous pouvons être en contact. Il y en a beaucoup qui soient autorisés maintenant en tant que pesticides, par exemple. Toute l'industrie des pesticides est plus ou moins dérivée de l'industrie de la chimie de guerre qui s'est développée après la Première Guerre mondiale surtout et après la Seconde Guerre, il y a eu une plus grande diversification de catégories de substances. Le deuxième livre qui est très intéressant, si jamais vous avez l'occasion de lire ces 4 livres-là, c'est vraiment une mine d'informations. Marie-Monique Robert, Notre poison quotidien, c'est l'auteur aussi du Monde selon Monsanto, donc c'est quelqu'un qui a fait des enquêtes très approfondies sur le sujet. Et je vous cite ce livre-là, parce que dans celui-là, elle raconte comment ce qu'on appelle la dose journalière admissible, la DJA, qui est quelque chose qui est utilisé pour autoriser la quantité de substances qui peut y avoir comme résidu dans les aliments par exemple, eh bien, dans ce livre, elle montre comment ce calcul de la dose journalière admissible est totalement arbitraire. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On expose des animaux à une substance chimique donnée. On regarde quelle est la dose qui ne produit pas d'effets toxiques observables sur un lot d'animaux, quelle que soit l'espèce animale utilisée. Et on multiplie ça par 10 pour tenir compte des différences entre espèces animales, soi-disant. Et on multiplie ça encore par 10 pour tenir compte des différences des individus, parce que nous sommes tous plus ou moins sensibles aux substances chimiques entre individus de la même espèce, et certaines espèces sont plus sensibles que d'autres espèces animales à une même substance chimique. Donc quelqu'un, quelque part, a eu la brillante idée d'utiliser une dose sans effet observable pour des animaux et de multiplier ça par un facteur 100 et de dire, bon, à cette dose-là, on peut commencer à exposer des êtres humains. Pas très scientifique.
Donc Marie-Monique Robin explique très bien ça dans son livre. Un troisième livre très intéressant, Stéphane Foucard, c'est le chef du service sciences du quotidien Le Monde. Et le titre de son livre, c'est La fabrique du mensonge. Marie-Monique Robin utilisait l'expression la fabrique du doute, parce que en fait, la technique qui a été décortiquée par ce journaliste et par d'autres maintenant, c'est une technique qui a été mise au point par l'industrie du tabac, qui consiste à multiplier les études. Et comme ça, les responsables de la réglementation sont noyés sous une quantité de résultats qui peuvent être faits sur des animaux, ça peut être des observations épidémiologiques chez l'homme, etc. Et donc ça produit tout un tas de résultats. Certains disent que la substance, pour une même substance, certains résultats vont dire que la substance n'est pas toxique, et d'autres vont dire qu'elle est très toxique. Et comme ça, le fabricant il gagne du temps et les autorités de réglementation ne savent pas si elles doivent autoriser ou pas. C'est comme ça en particulier que l'industrie du tabac a retardé des mesures, comme il y a maintenant des interdictions de fumer dans les lieux publics. Mais ça a pris des décennies avant que les autorités ne prennent ce genre de décision. Parce qu'il y a eu des tas d'études faites et par des scientifiques très, très renommés en particulier, aussi bien sur les êtres humains que sur des animaux, disant que le tabac, soit ce n'était pas si toxique que ça, soit que c'était un toxique parmi d'autres. Alors pourquoi interdire le tabac puisque nous sommes submergés par un nuage toxique de molécules chimiques, etc. Et ce livre ne parle pas spécialement des tests, comment sont faits ces tests, mais c'est très facile de faire ce genre d'études avec des animaux. Parce que, par exemple, si moi je veux démontrer qu'une substance chimique est cancérigène, par exemple, je vais choisir parmi les centaines de lignées de rats ou de souris, par exemple, qui existent, qui sont dans le commerce, parce que les rats, les souris, pour les laboratoires, ça peut s'acheter auprès de fournisseurs. Et ces fournisseurs connaissent les caractéristiques de chacune des lignées de rats ou de souris qu'ils vendent. Et donc moi, si je veux démontrer qu'une substance, par exemple, est cancérigène, eh bien, je vais choisir une lignée de rats ou de souris qui va être très sensible à la substance en question. Par exemple, si c'est un perturbateur endocrinien, je vais choisir un animal, une espèce animale et une race dans cette espèce-là, qui sera particulièrement sensible aux perturbateurs endocriniens. Maintenant, si je veux démontrer le contraire, pour la même substance, et je travaille maintenant pour le concurrent de la première firme, là, eh bien, je vais choisir une autre espèce animale ou une autre lignée. Si j'ai choisi les souris, par exemple, je vais choisir une autre lignée de souris, mais qui sera, elle, beaucoup plus résistante aux perturbateurs endocriniens. Et dans ce cas, je vais montrer, études à l'appui, que ma substance n'est pas cancérigène. Donc vous voyez que cette méthode, maintenant, elle est utilisée, elle a été mise au point peut-être par l'industrie du tabac, mais maintenant c'est très largement utilisé par tous les industriels qui veulent vendre leurs substances. Et pour vous donner une idée de ce qu'on trouve dans le commerce pour les animaux, j'avais relevé dans un article de la revue scientifique Science un petit extrait que je vais vous lire parce que je ne connais pas par cœur. Donc par exemple, c'est à propos de souches de souris. La souche AJ est très susceptible au cancer du poumon et des glandes mammaires et peu au lymphome. La souche DBA2J est très susceptible au cancer mammaire et peu à celui des intestins, du foie ou du poumon.
La souche 129 est susceptible au cancer des testicules et peu à celui des poumons, du foie, des glandes mammaires et au lymphome. La souche C57BL6J est très susceptible au cancer de l'épiphyse et au lymphome et peu au cancer du foie, etc. Donc vous voyez comme ça qu'il y a des centaines de lignées d'animaux, que leurs caractéristiques physiologiques et en particulier de réponse aux substances chimiques sont très bien connues. Et selon la substance que vous voulez tester, selon si c'est quelque chose qui va être plutôt inhalé ou si c'est quelque chose avec laquelle on peut être en contact par l'alimentation ou par la peau, eh bien vous pouvez choisir comme ça l'animal, l'espèce animale qui va donner le résultat que vous aurez souhaité. Le quatrième livre que je vous recommande, Omerta dans les laboratoires pharmaceutiques, c'est écrit par un médecin qui a été cadre au laboratoire, je ne sais plus si Merck ou GlaxoSmithKline, enfin un des plus grands laboratoires du monde, et qui explique comment, là ça concerne que les médicaments, donc que les substances faites pour la clinique humaine, mais ça montre comment les laboratoires sont parfaitement au courant des effets secondaires que peuvent produire les médicaments ou les vaccins. Il y a un vaccin qui est cité aussi, qu'ils vendent et comment ils continuent à vendre et donc à abuser les autorités, soit consciemment, soit en multipliant les études comme ça, soit par d'autres méthodes. Il y a des méthodes qu'on ne peut appeler autrement que de la corruption, vis-à-vis des médecins, des leaders d'opinion et des autorités. Et donc ça c'est un médecin qui a travaillé pendant des années comme cadre. Justement, il était responsable d'un secteur de vente de médicaments. Et jusqu'à ce qu'il démissionne, parce qu'il y a un jour où il n'a plus pu faire ce travail. Et donc, ce qu'il dit est très intéressant en ce qui concerne le fonctionnement des laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'auteur et des éditions? Parce que comme la feuille remonte, on ne sait pas quoi. Édition Flammarion 2014. Comment? D'Albert. Alors moi je travaille pour une association qui s'appelle Antidote Europe. Donc c'est un comité scientifique qui a été créé par des chercheurs. Nous sommes opposés au fait qu'on utilise les animaux pour la recherche scientifique, toxicologique, pour l'enseignement, etc. Parce que nous disons que les résultats qui sont produits par les expériences sur des animaux ne sont pas fiables pour l'homme. Alors, il y a à peu près 12 millions d'animaux qui sont utilisés en Europe par an, chaque année. Et donc ça recouvre à peu près 4 catégories d'utilisation. L'enseignement, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Il y a depuis peu, il est interdit d'utiliser les souris pour faire des dissections au collège et au lycée. Donc ça fait partie des choses qui ont été obtenues récemment, pas spécialement par Antidote, ça a été demandé par beaucoup d'associations. Et Mme Najat Vallaud-Belkacem a réitéré cet été cette interdiction qu'elle avait déjà prise fin 2014 et qui avait été contestée par un syndicat d'enseignants. Et elle a réitéré cette décision-là. Si ça intéresse des personnes, vous pourrez trouver ces informations sur notre site internet. Moi, je ne vais pas parler de ça spécialement ce soir. Je vais vous parler surtout de toxicologie et de recherche biomédicale. Alors, la toxicologie, donc, c'est justement
ce qui est imposé par les lois, c'est le domaine dans lequel les lois imposent d'utiliser des animaux. Pour l'enseignement, ce n'est pas obligatoire. Hein. Jusqu'à présent, les professeurs qui voulaient proposer des dissections pouvaient le faire, mais n'y étaient pas obligés. En toxicologie, la loi oblige à utiliser des animaux. Donc, il y a plusieurs catégories de substances chimiques et la loi n'est pas la même selon la nature de cette substance. Il y a des lois concernant les cosmétiques, donc que ce soit les cosmétiques finis ou leurs ingrédients. Depuis 2013, il est interdit en Europe de tester ces produits ou leurs ingrédients sur des animaux. C'est une loi qui existait déjà depuis 1997 au Royaume-Uni et ça n'a été instauré dans l'ensemble de l'Union européenne qu'en 2013. Alors le problème, c'est qu'il y a certaines substances qui sont des ingrédients de produits cosmétiques, mais qui peuvent aussi servir à d'autres choses, à d'autres usages dans l'industrie. À ce moment-là, elles sont concernées par le règlement REACH, pour enregistrement, c'est un sigle anglais, donc pour enregistrement, évaluation et autorisation de substances chimiques. Donc REACH concerne les substances industrielles, les cols, les choses comme ça, pas les pesticides qui sont régis par une autre réglementation encore, ni les médicaments qui ont eux aussi leur réglementation spécifique. Alors si un produit, si une substance entre dans la composition d'un produit cosmétique, mais aussi dans la composition, je ne sais pas, d'une colle par exemple, ou d'un solvant, ou d'un colorant, eh bien l'industriel, il ne sait pas quoi faire, parce que d'un côté, on lui interdit de tester cette substance sur des animaux, et de l'autre côté, on l'oblige à tester la même substance sur des animaux si elle a d'autres utilisations que les cosmétiques. Donc là, vous voyez que c'est une autre raison pour laquelle les lois ne nous protègent pas, c'est que les réglementations sont en contradiction les unes avec les autres. Alors pour les substances couvertes par le règlement REACH, il y a toute une série de tests qui sont obligatoires selon le tonnage produit et commercialisé par an de la substance en question. Donc plus le tonnage est important et plus il y aura un grand nombre de tests à effectuer par l'industriel pour cette substance. À savoir aussi que ces essais doivent être effectués par le fabricant. Il n'y a pas d'organisme indépendant qui fait des essais de toxicologie et qui garantit l'indépendance des avis, si vous voulez. Donc c'est clair que le fabricant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il a intérêt à vendre sa substance et s'il peut choisir une espèce animale qui va lui permettre de la vendre, ben il va faire le test sur l'espèce animale qui lui convient. Donc, même quand ces tests sont requis par la loi, c'est pas dit qu'ils soient fiables. Donc, pour ces substances-là, donc il y a toute une série d'essais. Ça s'appelle sensibilisation cutanée, irritation oculaire, irritation cutanée, allergie, cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, toxicité pour le système nerveux, toxicité pour... maintenant, la loi commence à s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, mais la Commission européenne en est encore à définir, à trouver une définition de qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Ça fait des années que ça dure, la Commission devait mettre une définition, et ça n'a toujours pas été fait. Donc évidemment, il n'y a pas de test pour mettre en évidence si la substance est un perturbateur endocrinien ou pas, puisque ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, ça n'a même pas encore été légalement défini. Alors, pour un certain nombre de ces essais, notamment ce qui concerne l'irritation oculaire qui se faisait traditionnellement sur des lapins, par un test qui s'appelle test de Dresse, que certains connaissent et qui est particulièrement impressionnant.
il y a maintenant ce qu'on appelle les méthodes alternatives. Nous, on n'aime pas ce terme parce qu'alternative, ça peut vouloir dire que c'est la moins bonne des solutions. Nous, on parle de méthode scientifique, mais le terme actuellement utilisé par la loi, c'est les méthodes alternatives. Alors, pour certaines de ces catégories d'essais, il existe des méthodes alternatives, mais je vous en parlerai plus tard. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient validées et acceptées par les réglementations, et que même quand elles le sont, elles ne sont pas toujours utilisées. Et je vous donne l'exemple d'un test qui permet d'évaluer si la substance fait monter la température, c'est-à-dire si la substance... Normalement, une élévation de température, ça peut mettre en évidence une contamination bactérienne, par exemple. Et donc, ce test se fait habituellement sur des lapins, alors qu'il existe une méthode alternative qui permet de le faire sur du sang humain, par exemple du sang qui n'a pas été utilisé, qui a été collecté pour des motifs thérapeutiques, mais qui finalement est périmé, parce que le sang, bon, il y a des dates aussi limites d'utilisation. Et donc sur les banques de sang peuvent avoir des lots de sang qui ne sont plus utilisables pour soigner les humains, sur lesquels on pourrait quand même faire ce genre de test. Et il y a encore 700 000 lapins par an qui sont sacrifiés pour ce type précis, ce test précis-là. Bon. Qui est un test parmi d'autres. Alors les médicaments, c'est particulier. Les médicaments, il faut, par la loi oblige à tester les médicaments d'abord sur les animaux et ensuite sur des êtres humains. Donc sur les animaux, il faut les tester sur 2 espèces animales, 2 espèces de mammifères, même, dont une qui ne soit pas un rongeur. Donc habituellement on utilise, soit pour l'espèce rongeur, des souris ou des rats, et pour l'espèce non rongeur on utilise des chiens ou des singes. Une fois qu'on a fait les tests sur des animaux, à ce moment-là, on peut passer à ce qu'on appelle les essais cliniques, qui sont des essais qui se déroulent sur l'espèce humaine. Donc l'essai clinique de phase 1, ça se fait sur des personnes qui sont en bonne santé, donc un petit nombre de personnes. En général, une dizaine, une douzaine de personnes. Et vous avez eu l'exemple d'une personne qui est décédée au début de l'année sur un de ces essais de phase 1 qui s'est très mal passé en France. Il y a 10 ans, il y avait eu la même chose en Angleterre, enfin il n'y avait pas eu de mort, mais il y avait 6 personnes, 6 étudiants qui s'étaient retrouvés en soins intensifs parce qu'avec une réaction inflammatoire fulgurante, et donc ils ont gardé des séquelles d'ailleurs de cette expérience-là. Et bon, c'est toujours des personnes saines qui prennent des risques. Et ce que nous disons, Antidote, c'est que ça n'est pas éthique d'exposer des personnes à des substances, à des médicaments, à la suite d'y avoir exposé des animaux, parce que les essais sur des animaux ne sont pas fiables, et donc ces volontaires humains, qui sont sains en plus, leur vie et leur santé sont mises en danger, parce qu'on a fait confiance au modèle animal qui a dit que le médicament était sans danger pour les êtres humains. Sur 10 médicaments qui ont été testés avec succès sur des animaux, c'est-à-dire que non seulement le médicament a été trouvé non toxique, mais en plus il a été trouvé efficace sur le modèle animal, et qu'on essaye ensuite chez l'homme, et bien sur 10 médicaments, il y en a 9 qui échouent aux essais cliniques. Ça veut dire que, vous voyez, le taux d'échec de l'expérimentation animale pour ce truc-là, c'est de 9 sur 10.
Donc dans 30% des cas, c'est à peu près pour des raisons de toxicité, parce que c'est des formes de toxicité qui n'avaient pas été mises en évidence sur l'animal. Et l'une de ces formes de toxicité qui aboutit fréquemment au retrait de médicaments, c'est la toxicité pour le foie. Et c'est très difficile de mettre en évidence ça chez l'animal. Et dans 60% des cas, c'est parce que le médicament, il était efficace pour les animaux, mais il se trouve qu'il n'est pas efficace pour les êtres humains. Donc, dans ce cas-là, alors les essais d'efficacité, donc les essais de phase 1, ça concerne uniquement la toxicologie, puisque les volontaires humains sains ne sont pas malades, donc on évalue chez eux que la toxicité du médicament. Ensuite, on passe à des essais sur des malades. Donc les essais de phase 2 se font sur un petit nombre de malades, plus que pour les volontaires sains, sur quelques centaines de malades. Et là, on essaye de voir si le médicament est efficace en soi et à peu près à quelle dose. Et ensuite, on passe aux essais cliniques de phase 3, donc là sur un grand nombre de patients. Ça se fait dans les hôpitaux, évidemment. Et on essaye de comparer le nouveau médicament soit à un placebo, soit à un médicament plus ancien qui existe déjà pour la même indication. Et c'est là que dans 60% des cas, on s'aperçoit que non, ce qui était efficace pour les animaux, ça ne marche pas chez l'homme. Donc au total, sur 10 substances qui entrent en phase 1 d'essai clinique, il n'y en a qu'une qui finalement sera commercialisée dans les pharmacies. Alors après, pourquoi, pour la recherche biomédicale, pourquoi est-ce que ces médicaments ne sont pas efficaces, justement? Donc je vous ai fait passer le petit article là. C'est un très bon résumé de ce qui se passe pour la recherche biomédicale sur les médicaments, sur la recherche et le développement de médicaments. Donc, pour mettre au point un médicament, on essaye d'abord de créer ce qu'on appelle un modèle animal. Alors, c'est quoi un modèle animal? C'est un animal qu'on a rendu malade de façon à ce que ça ressemble à la maladie humaine qu'on cherche à guérir. Alors, déjà, les personnes qui ont quelques notions de naturopathie, il y en a ici, c'est aberrant, puisque ça ne peut pas correspondre à la cause qui fait que les êtres humains sont malades. Par exemple, quand j'ai écrit le livre, là, en me documentant, je suis tombée sur un modèle qui avait été créé, donc c'était des rats ou des souris, pour étudier les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Vous savez que c'est quelque chose qui est en expansion maintenant, il y en a de plus en plus. Eh bien, le modèle animal consistait à injecter de l'acide acétique carrément dans l'intestin de l'animal. Donc ça provoque une brûlure, il y a des animaux qui en mourraient, et on essaye là-dessus des médicaments. Donc vous voyez que chez l'homme, ça n'a jamais cette cause-là, ni cette soudaineté. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, très souvent par de mauvaises habitudes alimentaires. Et donc ce modèle animal, on peut trouver comme ça peut-être quelque chose qui apaise la douleur, mais ça ne va pas guérir et ça ne va pas empêcher que la maladie se développe. Voilà, ça ne peut être que quelque chose de très symptomatique et très temporaire. Alors si on adhérait à cette idée de modèle animal, c'est clair que le modèle animal le plus proche de l'homme, ça serait le chimpanzé. Il y a cette idée qui vient à l'esprit, c'est l'animal qui nous ressemble le plus à première vue comme ça. Nous partageons un peu plus de 98% de notre génome avec le chimpanzé. La séquence humaine
et celles du chimpanzé sont homologues à 98%. Donc on se dit, bon, mais ça doit être un bon modèle. Eh bien, par exemple, le chimpanzé, si vous lui injectez le parasite qui provoque la malaria chez l'homme, ben, ça ne lui fera rien. Lui, le chimpanzé, il est naturellement immunisé. Donc, chimpanzé, par exemple, modèle de malaria chez l'homme, aucun résultat. Vous n'arriverez pas à rendre un chimpanzé malade avec ce parasite-là. Si vous injectez à un chimpanzé le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, ben certains chimpanzés vont tomber malades, mais ça sera beaucoup moins grave que chez l'homme. Chez l'homme, il y a une proportion importante de personnes qui ont le virus HBV ou HCV qui peut mener à un cancer, à une cirrhose et à un cancer du foie. Ben, le chimpanzé, la plupart du temps, il s'en remet très bien. Il tombe malade, mais ce n'est pas grave comme chez nous. Et par contre, si un chimpanzé il est infecté par le virus Ebola, eh bien là, il va se produire la même chose que chez nous, c'est-à-dire que le chimpanzé, il y en a une grande... Ce virus, bon, un virus ne tue jamais 100% de la population, mais il y a une proportion importante de chimpanzés, comme dans la population humaine, qui va tomber malade et qui va avoir des fièvres hémorragiques comme chez l'homme. Donc vous voyez que là, le chimpanzé, eh ben pour la fièvre Ebola, c'est un bon modèle. Pour l'hépatite, c'est un modèle approximatif, disons, pas très scientifique. Et pour la malaria, ben, ce n'est pas un bon modèle du tout. Et le problème, c'est que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc pour les études en immunologie, par exemple, vous ne savez pas, l'animal que vous choisissez comme modèle, vous ne savez pas du tout, avant d'avoir observé ce qui va se passer chez lui et chez l'homme, si les deux espèces vont réagir de façon égale, opposée ou différente. Et le problème, c'est que justement, tous les chercheurs qui travaillent en biomédecine, qui essayent de mettre au point des médicaments, eh bien, ils essayent de mettre au point d'abord un modèle animal de la maladie. Et dans l'article que je vous ai distribué, donc vous voyez que ce que ça donne, ben, pour les AVC, par exemple, les accidents vasculaires cérébraux, plus de 114 thérapies potentielles testées sur des animaux ont échoué sur l'homme. Plus de 114 thérapies potentielles. Ça veut dire qu'il y a eu des patients auxquels on a donné ces médicaments qui ont espéré, auxquels on a fait perdre du temps et des possibilités de guérison parce qu'on les a traités avec ces médicaments qui avaient réussi sur les animaux. Sans savoir ce que ça allait donner sur eux. Comment? Sans savoir ce que ça allait donner sur eux. Mais non, justement, puisque le modèle animal n'est pas prédictif de ce qui va se passer sur l'homme. Donc, dans le petit nombre d'études qui sont citées dans cet article, il se publie des dizaines de milliers d'articles chaque année, donc rien que dans cet article déjà. Donc, ça plus de 114 thérapies pour les AVC. Pour les inflammations, 150 médicaments ont échoué sur l'homme après avoir réussi sur des animaux. Pour la maladie d'Alzheimer, 172 médicaments ont échoué sur l'homme. Alors on se demande comment est-ce qu'on a pu mettre au point un modèle animal de maladie d'Alzheimer, ça déjà. Mais bon, il a été trouvé que 172 médicaments ont réussi sur des animaux, soi-disant atteints de maladie d'Alzheimer, et ensuite ils ont échoué chez l'homme. Soi-disant. Pour des lésions traumatiques cérébrales, 33 essais ont échoué sur l'homme. Alors les lésions traumatiques cérébrales, par contre, ça vous imaginez que c'est assez facile à produire chez des animaux. Hein. Bah oui. J'ai failli travailler dans un laboratoire, d'ailleurs, on m'avait expliqué comment on faisait ça. Oui, d'accord.
Alors il y a un autre problème quand on essaye de transposer les résultats des animaux à l'homme, c'est que les chercheurs, pour avancer dans leur carrière, ils ont besoin de publier. Plus ils publient, et plus ils publient dans des magazines scientifiques prestigieux, et plus leur carrière avance. Et maintenant, il y a des études qui montrent qu'un grand nombre des études publiées ne sont pas reproductibles. Donc ça veut dire que ce que vous trouvez dans la littérature scientifique et médicale, si d'autres chercheurs veulent se baser dessus pour aller plus loin et faire des recherches complémentaires, eh bien c'est à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a une étude qui a montré que 75 à 90% des études telles que publiées n'étaient pas reproductibles, y compris parfois par les chercheurs eux-mêmes qui ont publié l'étude. C'est-à-dire qu'il y a un autre chercheur qui dit « Ah ben, moi, votre résultat, je trouve ça très intéressant, mais moi, dans mon laboratoire, j'arrive pas à le refaire. » Alors, est-ce que vous pouvez refaire, me dire qu'est-ce qu'il y a, me décrire mieux votre protocole, comment vous avez fait et tout? Et le chercheur qui a lui-même publié l'étude, il essaye de le refaire et il ne retrouve pas les mêmes résultats. Donc ça, bon. Alors après, il faut faire très attention aux sources aussi, parce que c'est clair que quand vous trouvez des articles publiés sur des médicaments, par exemple, si c'est publié par la firme qui commercialise le médicament, c'est également à prendre avec un peu de précaution. Donc il y avait une étude aussi que j'avais citée dans le livre également, qui montrait que pour une certaine catégorie de médicaments, eh bien, les études favorables étaient en majorité publiées par des firmes pharmaceutiques, alors que des sources indépendantes trouvaient le médicament pas si bon que ça. Alors le problème, c'est que toutes ces études sont présentées de la même façon. Si vous allez à la bibliothèque de médecine ou de pharmacie ou à la fac de sciences, vous trouvez des kilomètres de rayons avec toutes ces revues présentées de la même façon. Et donc il faut savoir que tout ça n'est pas... Il faut vraiment faire très attention à la source et à la façon dont l'étude a été faite, et on ne peut pas, comme ça, ouvrir au hasard un magazine scientifique et dire « Ah ben voilà, ça c'est écrit là-dedans, donc c'est vrai ». Il y a maintenant beaucoup de résultats qui montrent que ce n'est pas vrai. Alors, les animaux sont utilisés aussi pour la recherche fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale? C'est un type de recherche dans lequel on ne vise pas à obtenir des résultats utiles pour la santé humaine. Voilà, on cherche, par exemple, à comprendre un mécanisme biologique ou physiologique, mais pas nécessairement pour développer un médicament après. Alors j'avais repéré deux exemples de recherche fondamentale dont on peut se demander si elles sont vraiment utiles ou pas. Par exemple, j'avais trouvé une expérience dans laquelle sur 8 chiens, 4 chiens jeunes et 4 chiens âgés, on avait étudié le rythme veille-sommeil. Et on s'était aperçu que les chiens âgés dormaient plus sur une période de 24 heures, donc je ne sais pas non plus quelle peut être la pertinence de l'étude. Et donc on avait conclu que les individus âgés, ils font plus souvent des siestes dans l'après-midi et ils dorment moins la nuit. Je ne sais pas si ça peut... Bon, c'est quelque chose qu'on peut observer chez l'homme de toute façon. Et puis une deuxième étude que je citais aussi, c'est 10 chats et 3 rats qui avaient été utilisés pour étudier l'innervation des vibrisses. Donc les vibrisses, si quelqu'un, vous savez tous ici ce que c'est que les vibrisses, c'est les moustaches des chats ou des rats qui ont des perceptions tactiles au bout. Et là, les messieurs, ils ont des moustaches, mais ils n'ont pas de vibrisses. Hein, donc là, c'est une étude.
Donc on peut se demander à quoi ça peut bien servir Vachement. d'étudier les vibrisses. Comme dirait notre directeur qui est vétérinaire, ben, ça n'a même pas d'application en médecine vétérinaire, ce genre d'études. Ça c'est de la recherche fondamentale et la plupart du temps c'est fait avec nos impôts parce que bon, les laboratoires pharmaceutiques, les firmes privées, elles n'ont pas grand intérêt à dépenser de l'argent là-dessus. Donc le plus souvent c'est fait dans des centres universitaires ou dans des établissements de recherche publics, donc avec la contribution du contribuable. Alors, comment faire sans utiliser d'animaux, hein? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? Je sais plus qu'est-ce que j'ai vu. Ça, c'est une photo, très agrandie évidemment, de quelque chose, une expérience qui ressemble à, enfin, beaucoup plus sophistiquée, à quelque chose que nous avions fait à Antidote Europe. Donc ça s'appelle une puce à ADN. Chaque point correspond à un gène humain. Donc on commence par cultiver des cellules humaines. Ensuite on extrait l'ADN et on place l'ADN sur c'est quelque chose en taille réelle, ça contient dans un dé à coudre, hein, même pas. Et donc chaque point représente un gène humain et il se trouve qu'on sait de quel gène il s'agit, on connaît la fonction du gène et quand on a exposé des cellules à une substance chimique, en regardant quels sont les gènes que la substance a perturbés, est-ce qu'elle a fait que le gène s'exprime plus ou au contraire ne s'exprime pas assez, on peut comme ça dire quel va être l'effet de la substance sur un organisme entier. Parce que les mécanismes biologiques dans nos cellules sont commandés par les gènes et quand il y a une dérégulation d'une certaine voie pathologique, ça commence à devenir un peu compliqué en termes de vocabulaire, mais c'est le vocabulaire qui est en train de se mettre en place maintenant, notamment aux États-Unis. On appelle ça des voies de toxicité. Et on étudie comme ça, il y a ce qu'on a fait nous s'appelle la toxicogénomique, mais il y a d'autres méthodes qui permettent d'étudier ces voies de toxicité. Donc à partir de cultures de cellules, on expose ces cellules aux substances chimiques et on voit les gènes qui sont dérégulés par ces substances et on en déduit ce qu'elles feront sur un organisme entier. Alors l'objection qui était faite très souvent à ces méthodes, c'est que une cellule, ce n'est pas un organisme entier. Mais il y a énormément de progrès qui sont faits sur les méthodes de cultiver des cellules. On sait maintenant cultiver plusieurs cellules, types cellulaires ensemble, de la même façon qu'ils se trouvent ensemble dans l'organisme. Il y a des systèmes de culture de cellules avec des pompes qui imitent la circulation du sang. Et on peut mettre comme ça en série un certain nombre de dispositifs miniaturisés dans lesquels on cultive différents types de cellules et on arrive à ce qu'on appelle le human on a chip, donc l'humain sur une puce, c'est-à-dire qu'on utilise une dizaine de compartiments. Dans chacun des compartiments, il y a par exemple des cellules de l'intestin, des cellules du foie, des cellules de cerveau, etc. Donc pour mimer la circulation du sang dans l'organisme humain. Et on peut utiliser ces dispositifs miniaturisés pour tester des substances chimiques ou pour évaluer d'autres paramètres, pour étudier l'évolution. Il y a des dispositifs comme ça qui sont utilisés pour étudier le cancer du poumon, par exemple. On peut cultiver des cellules de poumon sur plusieurs couches avec une interface avec l'air, de façon à mimer également les échanges entre l'air et le milieu dans lequel baignent les cellules. Ça c'est pour la toxicologie, mais sinon vous avez aussi tout ce
tout ce qui relève de l'imagerie médicale qui a eu beaucoup d'essor dernièrement, hein, enfin, dans la dernière décennie, disons. Il y a différentes techniques d'imagerie médicale qui sont mises au point à des buts diagnostiques, mais qui peuvent aussi et qui sont aussi utilisées pour la recherche. Alors ça pose d'autres problèmes, par exemple tout ce qui concerne les études en neurophysiologie. Eh bien, ça pose le problème que maintenant, il y a des chercheurs qui disent, bon, mais, parce qu'il y a des personnes, des volontaires humains qui se prêtent à ces études-là, c'est des méthodes non invasives, et donc il y a le problème maintenant que ces techniques sont très sophistiquées, ça pose des problèmes, le chercheur, qu'est-ce qu'il fait s'il découvre par exemple une tumeur ou quelque chose dont la personne n'était pas consciente? Donc il y a toute une branche là, en particulier en neurophysiologie, qui est en train de se mettre en place, aussi bien du point de vue de la recherche que de la réglementation, parce que ça peut poser des problèmes pour la réglementation aussi. Donc ces méthodes alternatives, quand elles sont appliquées à la toxicologie, je vous disais, bon, il faut qu'elles soient validées et il faut qu'elles soient acceptées par la réglementation. Ce sont deux étapes différentes. La validation, à Antidote Europe, on n'adhère pas du tout à ce procédé, parce que la validation, telle qu'elle est faite actuellement, elle se fait par comparaison avec les résultats obtenus sur des animaux. Donc vous voyez que c'est parfaitement absurde. Donc on sait qu'il y a des méthodes, par exemple la toxicogénomique, qui est une méthode parfaitement au point depuis des années. Maintenant, nous on a fait ces expériences, c'était en 2004. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années que ces méthodes-là sont au point du point de vue scientifique. Et elles ne sont pas validées parce que quand on compare avec ce qu'on obtient sur les animaux, ça ne correspond pas. Et donc, et comme ça peut prendre une validation peut prendre une dizaine d'années. Donc vous voyez bien que les méthodes qui sont validées, elles sont déjà obsolètes. Hein, puisque en 10 ans, une fois que la méthode obtient sa validation, une acceptation réglementaire, ça peut représenter 5 ans de plus. Donc en 15 ans, la méthode qui a été soumise pour validation il y a 15 ans, elle est totalement dépassée aujourd'hui. Alors, Antidote, nous essayons de travailler pour qu'on adopte la méthode du poids des preuves, je ne sais pas trop comment dire en français, evidence-based. Donc, justement, que les méthodes elles puissent être utilisées s'il y a des éléments scientifiques suffisants pour montrer leur précision et leur validité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les personnes qui sont ici ont déjà quelques pistes et je vais bientôt passer la parole à Marguerite parce que justement, une des façons de faire, c'est d'essayer d'éviter les substances chimiques, puisque là, vous avez bien vu que, y compris les médicaments, elles ne sont pas testées de façon fiable. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éviter d'être exposé à des substances chimiques, c'est important pour notre santé. Il ne faut pas se dire que du moment que c'est vendu, c'est bon, on peut y aller. Hein. Donc, il faut donc manger bio, c'est quelque chose d'important. Si vous avez des médicaments à prendre, essayez de demander à votre médecin les médicaments qui sont sur le marché depuis le plus longtemps possible, parce que malheureusement, les effets toxiques des médicaments ne sont mis en évidence que par l'utilisation des êtres humains. Et il y a régulièrement des médicaments qui sont retirés du marché, et c'est malheureusement la toxicité pour nous qui fait que finalement les autorités retirent du marché certains médicaments qui étaient vendus. Donc plus un médicament a été sur le marché il y a longtemps, plus il y a de chances qu'il soit moins toxique pour nous. Et puis donc vous pouvez adhérer aux associations, diffuser l'information autour de vous.
interpeller les candidats. En 2017, ça sera une année d'élection. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est que en 2012, Antidote Europe et d'autres associations avaient lancé ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne. Donc la nôtre s'appelait Stop Vivisection. Nous avons réussi, et grâce à Michel en partie, à collecter le million de signatures qu'il fallait. Il fallait présenter 1 million de signatures collectées dans au moins 7 pays de l'Union européenne. Mais malheureusement, on s'y attendait un peu, la Commission européenne évidemment n'a pas accepté ce que nous demandions. Mais il y a 2 retombées très positives à cette initiative, c'est que d'une part nous avons réussi à montrer aux médias que ce n'est pas qu'une question de santé, de protection animale, il en va aussi de notre santé. Parce qu'avant, le débat était présenté comme les scientifiques, ils savent, ils sont tous d'accord, il faut utiliser les animaux. Et en face, vous avez les gens de la défense animale qui disent « Ah mais non, on n'a pas le droit de faire ça, mais nous on vous dit que c'est un mal nécessaire. » Et voilà. Donc là, on est en train de sortir un peu de cette vision caricaturale des choses. Et les journalistes, maintenant, ils nous prennent au sérieux quand on leur dit que nous sommes scientifiques et nous disons que non, il ne faut pas utiliser des animaux, ça n'est pas un mal nécessaire. Et c'est très mauvais pour notre santé, en plus d'être évidemment très douloureux pour les animaux. Donc ça, c'est un premier point que nous a apporté cette initiative. Le deuxième point, c'est que les responsables politiques s'intéressent vraiment à cette question maintenant. Ça vient par le côté sensibilité animale et la loi qui a été votée il n'y a pas longtemps qui considère que les animaux sont des êtres sensibles, etc. Mais en tout cas, nous, ce que nous voyons à Antidote, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous solliciter spontanément. Et nous avons déjà fait des présentations à la demande de plusieurs partis politiques. Si vous allez sur notre site, vous allez voir. Et donc en 2017, on va évidemment continuer à informer là-dessus parce que les responsables politiques nous demandent nos arguments pour commencer à inclure ça dans leur programme. Donc on va bien sûr être très attentif à ça et je vous invite à visiter ce qui se passe sur notre site. Et puis maintenant,